Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 septembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de ce début de semaine. On va parler essentiellement de l'actu générale, du XRP, de Tailcoin et un peu de Gematry, et pour terminer mes prévisions pour quand le XRP va exploser. On va commencer tout simplement par l'actu générale et on a Donald Trump qui plonge dans un nouveau projet crypto, faisant de la crypto Great America Again, en conduisant l'adoption de masse de stablecoin. Donc ça, c'est avec son entreprise qui s'appelle World Liberty Financial, avec ses deux enfants qui gèrent. Maintenant, moi, ce que je vais souligner, c'est ça, l'adoption de masse de stablecoin. Donc en fait, vous avez le Bitcoin qui est le cheval de Troie, maintenant je pense que tout le monde le sait, qui permet d'attirer en fait la masse dans la crypto-monnaie. Et une fois que vous avez ça, pour diriger les gens vers les CBDC, il faut d'abord les diriger vers les stablecoins. Et Donald Trump, lui, son boulot sera en fait tout simplement d'adopter ce que les gens aillent sur les stablecoins. Et on se rapproche bien évidemment des CBDC. En fait, tout ça, c'est un agenda et c'est des acteurs qui permettent de faire bouger l'agenda dans leur sens. On continue. On a 3 jeunes américains qui ont fini au milieu d'une tentative de coup d'État au Congo et qui font face à la peine de mort. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas là-bas en vacances. Voilà, et il y avait 37 accusés, dont 3 Américains. On va continuer, juste je vous mettre un deuxième article, c'est à vous de faire votre propre point de vue. Les États-Unis rejettent les allégations d'implication de la CIA dans un complot présumé visant à tuer Maduro après l'arrestation de 6 personnes par le Venezuela. Et on a un membre de la marine américaine, pareil, qui n'était pas en vacances, identifié parmi les citoyens étrangers détenus. On continue. Alors, on a les fonds BAT. Alors je vous explique, les junk bonds, c'est en fait c'est des obligations donc d'un État. Là en l'occurrence c'est l'Ukraine. Et en fait les junk bonds, c'est quand souvent ces États sont en faillite ou ne peuvent pas rembourser ou ont du mal à rembourser. Donc il y a beaucoup de risques. Donc il y a des gens qui vont sur en fait ces obligations parce que c'est risqué, mais vous gagnez plus. C'est sûr que vous pouvez gagner plus, mais c'est quand même chaud parce que vous prenez quand même vachement de risques. Et là, en fait, on a Archaim qui est un fonds d'investissement anglais et ils ont fait dans l'année 100% à peu près de gains sur Naftogaz et sur le réseau ferroviaire ukrainien. Alors pourquoi ils sont allés? Je pense pas que c'est des fonds d'investissement assez costauds et donc leur but c'est pas trop prendre de risques, mais ils y sont allés. Pourquoi? Eh ben, je vais vous expliquer, c'est grâce à vous. En fait, les Européens payent des impôts, ensuite l'argent va en Ukraine, et là c'est la banque, c'est marqué à un moment donné, vous avez la banque en fait centrale européenne qui fait des aides, qui donne des aides. Voilà, ici Naftogaz a restructuré ses dettes et a récemment reçu des fonds de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Donc en fait, comme ils savent qu'il y a un collatéral et que c'est soutenu, bah, c'est pas compliqué, ils investissent dedans. Voilà, alors c'est vrai qu'il faut fouiller, mais il y a des gens intelligents qui comprennent les choses. Et donc, en fait, tout simplement avec vos impôts, vous financez le collatéral de ces bons d'obligation et vous avez des riches investisseurs qui, grâce à vous, se font de l'argent. On continue. On a une alerte de trading d'initié, le PDG de Nvidia qui accélère la vente de ses actions. Aujourd'hui, vous avez une procédure de destitution d'Emmanuel Macron lancée par la LFI, arrivée à l'Assemblée. Alors moi, je ne fais pas de politique, mais ça peut être intéressant pour les gens qui suivent la politique de voir qui vote pour, qui vote contre. Et là, vous verrez qui mange à la même table. On continue, on a le gouvernement, alors là c'est hallucinant, on a le gouvernement américain qui paye 3 milliards de dettes, alors d'intérêts, pardon, de la dette, chaque jour
C'est un truc de fou. Si on multiplie par 365, je sais pas ce que ça fait. Peut-être 2 trilliards, je sais pas par an, mais peut-être 2 trilliards, je pense. Mais voilà, il faut absolument changer le système parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. 3 milliards par jour de dettes. On continue. Et là, je change de sujet. Vous avez, alors c'est un site où en fait vous pouvez acheter des petites portions d'un morceau de musique et donc c'est une tokenisation en fait, tout simplement, une tokenisation de la musique et là de morceaux de musique et là vous allez avoir en fait plus les gens regardent, bah, écoute, etc. Vous allez toucher tout simplement un revenu passif tous les mois alors bien sûr après il faut bien choisir les morceaux pour voir s'ils vont cartonner ou pas, mais vous pouvez les aider à financer et en échange vous avez des droits en fait, tout simplement des droits musicaux. Donc c'est intéressant de voir que maintenant genre tout ça va être tokenisé. On a 5 commissaires de la SEC qui vont témoigner au du Congrès. C'est donc 20 septembre 2024. Ça va être intéressant de savoir pourquoi en fait, ils vont on va rester à l'affût. On continue et on a cette fois-ci, c'est la Banque Centrale Européenne qui va en fait attendre décembre pour baisser ses taux. Pourquoi on le sait, enfin j'avais déjà expliqué, c'est synchronisé avec les autres banques, c'est-à-dire le Canada, le Japon, les États-Unis, avec la Fed. Et donc ils peuvent pas pour l'instant en fait et tout simplement baisser maintenant, sinon il y aura trop d'écart avec, ça va renforcer, le dollar sera trop fort, et puisque la Fed n'a pas baissé encore ses taux, donc en fait ils attendent que les Américains ils se synchronisent, ils attendent que les Américains baissent leurs taux, et je pense que le marché va bouger le 18 pendant le FOMC, parce que je pense que pour l'instant la plupart des, des investisseurs, ils ont tout simplement pricé en fait pricé que c'était 0,5 qui allait baisser et en fait ça sera à mon avis 0,25 et dans ces cas-là ça peut être plutôt baissier comme on sait sell the news, voilà donc à voir, on va voir ça. On a la Réserve fédérale qui dévoile une réglementation bancaire atténuée dans la victoire pour Wall Street. Alors en fait, j'avais déjà expliqué une fois, j'avais fait une vidéo sur Basel III où en fait ils ont maintenant des exigences de fonds propres. Donc en fait ils doivent garder plus de capitaux dans leurs fonds de réserve et ça devait être 19%. Et là c'est quand même hallucinant. Ils ont négocié et en fait c'est que pour les grandes banques, ça va être 9%. Par contre, les banques moyennes et les petites banques, eux, ça restera à 19%. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les petites banques et les moyennes banques vont souffrir. À mon avis, il y en a qui vont tomber. Et devinez qui va les racheter. On continue, on a la deuxième plus grande économie du monde qui vient de relever son âge de la retraite. Alors pour moi, c'est la plus grande économie, mais comme c'est un site américain, ils vont pas le dire. Les travailleurs américains devraient en prendre note. Donc en fait, cette économie, c'est la Chine. Par contre, c'est pas marqué, je ne sais pas. Je pense que chez eux, la retraite, elle est plus tôt mais parce qu'ils travaillent énormément, ils travaillent pas 39 heures par semaine. Eux, c'est des robots, ils travaillent énormément. Et on a vu qu'en Europe, en Italie, c'est plus de 70 ans. Enfin, ça va être, pardon, 70 ans, ça va passer à 70 ans. Et pour l'Allemagne, ils vont rallonger aussi, donc ne vous inquiétez pas. En France, ça va être rallongé aussi. J'ai terminé pour l'actu générale. On va juste passer maintenant à Telcoin, à des nouvelles sur Telcoin. Alors en alpha mainnet, donc ça peut être intéressant de voir quand les institutions vont maintenant pouvoir commencer à se mettre dessus et un peu à voir un petit peu comment ça se passe. Donc c'est assez intéressant, on va voir ça. Après, une autre nouvelle alors sur Telcoin,
il y a un summit qui est le MWC de la GSMA en Afrique, à Kigali, pardon, à Kigali, et le partenariat, on voit qu'il y a Telcoin qui sont les partenaires de ce summit, donc c'est toujours bien pour le développement tout simplement en Afrique. Et regardez le prix du Telcoin actuellement, franchement, je ne suis pas conseiller financier, mais si vous avez un peu de liquidité, ça peut être intéressant. Actuellement, on voit que c'est la capitalisation boursière, je crois qu'elle est de 100, peut-être 121 millions apparemment. Juste, je vous ai mis ici la capitalisation boursière, son plus haut, qui était en 2021, je crois. Et regardez, c'était 3 milliards. Imaginez, là, on est à 121 millions, c'était 3 milliards. Donc, il y a vraiment un potentiel sur Telcoin pour faire vraiment, à mon avis, des bons gains. Voilà. Après, je ne suis pas conseiller en investissement, mais s'il y en a un où il faut aller dessus, qui n'est pas encore, qui est vraiment dévalorisé, le Telcoin, il est quand même vachement dévalorisé pour l'instant. Voilà. J'ai terminé pour Telcoin. On va passer maintenant au XRP. Et on a la nouvelle sur Robinhood qui va tout simplement lister le XRP. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On voit qu'il y a Grayscale qui fait un trust. On voit que Robinhood reliste le XRP. Donc vous voyez, c'est que ces gens-là, ils savent des choses. Vous voyez ici et là. Ripple, XRP, donc ça a été remis, on ne peut pas le trader je crois encore, mais en tout cas il est sur la liste maintenant, donc c'est parce que ces gens là savent des choses, et voilà, tout se met en place petit à petit. Je vais vous reparler, je vous avais déjà parlé une fois du projet mBridge, et donc on va juste vous reparler pour vous montrer un petit peu les connexions. Le projet mBridge atteint le stade de produit minimum viable et invite à une participation internationale accrue. Je crois que vous avez maintenant, il y a 31 membres observateurs, je me demande s'il n'y en a même pas plus. Donc le projet mBridge poursuit son développement et atteint le stade de produit minimum viable, tout en élargissant sa portée internationale. Le projet vise à explorer une plateforme de monnaie numérique multibanque centrale, CBDC, partagée entre les banques. Donc ça permet d'avoir une interopérabilité grâce, entre autres, avec le DLT, pour permettre des paiements et des règlements transfrontaliers. Alors j'avais déjà fait des vidéos dessus, mais je vais juste vous montrer quelques petites connexions en fait. Voilà. Juste là, ce qui est intéressant de voir, c'est la banque centrale des Émirats Arabes Unis. Donc on voit, on a la Thaïlande, on a la Chine, on a Hong Kong. La banque centrale saoudienne qui rejoint mBridge en tant que participant. Voilà. Donc, déjà, pour ce qui est de la banque saoudienne, Ripple, ça date de 2019. Une banque saoudienne affiliée à HBC réalise des transactions internationales grâce à la blockchain, tout simplement, du XRP Ledger. C'est pas fini. On a la banque centrale, c'est la banque centrale saoudienne qui signe, ça c'est en 2018, qui signe un accord de blockchain avec Ripple. Donc on voit bien que dans le projet mBridge, il y a une connexion, que ces banques sont en connexion tout simplement avec Ripple. Et là, on a un article assez intéressant, mBridge et le pétro-yuan, une nouvelle ère de dédollarisation. Donc on voit que justement ils veulent utiliser en fait ce projet mBridge, tous les pays des BRICS, pour contourner en fait le système SWIFT, et donc utiliser en fait ces CBDC de leur pays entre eux. Donc on voit projet mBridge poursuit son développement, atteint le stade de produit minimum. Bon, c'est ce qu'on a déjà dit. Le projet vise à explorer une plateforme de monnaie numérique CBDC partagée entre les banques centrales et les banques commerciales participants, basée sur le DLT pour permettre des paiements. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ils vont donc utiliser ça. Et en fait, on va voir que maintenant, beaucoup du trade, des commerces, par exemple, des matières premières comme le pétrole, ça va être, ça passera par tout simplement ces CBDC.
Voilà. Donc ça, cet article, c'est surtout pour la Chine. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Attendez. Voilà. C'est cet article-là. Ripple parle avec la Banque de Chine pour soutenir le marché de la blockchain du pays. Et donc ça, c'est un article pareil qui date, mais on voit bien que ça date de 2017, mais on voit que pareil, il y a des connexions tout simplement avec Ripple. Donc toutes ces banques ont des connexions avec Ripple. Et aussi, et bien sûr, pour que ces bridge marge, il faut des API. Donc c'est intéressant de voir qui se connecte un petit peu, qui va permettre en fait ces API. Et c'est là que aussi vous avez Kant qui va jouer un rôle, parce qu'on sait qu'ils collaborent avec la BIS, il y a le projet Rosaline, etc. Et eux, c'est vraiment l'interopérabilité entre toutes ces blockchains. Voilà. On a un PDF aussi ici qui est assez intéressant. Parce que là on voit exemple de plateforme multilatérale. Et en fait, vous voyez, j'ai souligné ici, on voit que dans les règlements, on voit les types de règlements. On voit qu'il y a l'argent des banques commerciales ici. Et vous avez l'argent des banques centrales. Et qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Crypto. Et bien sûr, donc crypto, pensez à ces règlements, ils font partie, qui fait partie du task force aussi de la BIS, vous avez Ripple. Voilà. Alors après, il faut bien comprendre que en fait, pour les pays des BRICS, en fait, c'est pas Ripple. En fait, le CEO de Ripple l'a dit, c'est que Ripple va pas être en partenariat avec ces pays des BRICS, mais c'est que comme le XRP, lui, il est décentralisé, n'importe qui pourra l'utiliser. Donc c'est pas vraiment Ripple qui fait un partenariat avec les BRICS, c'est juste qu'ils utilisent l'outil, un des outils décentralisés qui est le XRP, pour en fait pouvoir faire des transactions transfrontalières. On a aussi Bitstamp qui va lancer en fait un échange, c'est un échange de crypto dérivatifs avec en partenariat Ripple. Donc ça c'est bon. Par contre, je suis pas assez calé. Il y a peut-être des gens ici qui savent, mais pour pouvoir faire ça, logiquement, mais moi je connais pas bien, je vous le dis, je suis pas assez calé là-dedans, c'est des trucs de développeurs, mais normalement ils ont besoin d'un truc qui n'est pas encore, je crois qu'il est en test pour l'instant, et c'est Codus, parce qu'en fait pour avoir une interopérabilité, il faut Codus, mais moi je suis pas assez calé là-dedans, j'ai pas fouillé. C'est vraiment compliqué, mais je pense que pour l'instant, tant que Codus n'est pas, je crois qu'il est en phase test, mais tant que Codus n'est pas mis en place, ça pourra pas pour l'instant logiquement fonctionner. Après je me trompe peut-être, mais en tout cas sur ce que j'ai vu, il faut absolument Codus. On continue. Et là, je ne vous le souhaite pas, quelqu'un a accidentellement dépensé 26 000 XRP pour un paiement de 0,15 XRP. Là, ça fait mal l'addition. Déjà, il faut les avoir, les 26 000 XRP. Et en fait, c'est juste une erreur, en fait. Alors bien sûr, je pense qu'il va être remboursé. Cet incident met en évidence les risques d'erreur dans les processus automatisés impliquant des crypto-monnaies, car même une erreur mineure peut entraîner des pertes financières importantes. Dans ce cas particulier, la taxe substantielle payée sur la transaction est un dysfonctionnement technique éventuellement causé par un script défectueux. Donc on voit que même sur le XRP Ledger, il peut quand même y avoir des petits problèmes, tout n'est pas parfait. Voilà, bon, le principal c'est qu'il récupère ses 26 000. Le président de Ripple, Chris Larsen, déplace 50 millions de XRP pour la première fois en 11 ans. Donc c'est curieux à voir.
voilà, après je pense qu'il y a peut-être des spéculations. En tout cas, c'est la première fois, mais c'est un signe que vraiment tout bouge entre les relistings, le trust, etc. On voit que ça bouge beaucoup parce que on est à la fin de ce procès. Alors on verra à la fin, mais faut pas non plus, comment je pourrais vous dire, s'enflammer sur à la fin du procès. Pensez pas que le truc il va aller hyper haut. Je vais vous montrer à la fin quand son va péter et va prendre de la valeur là un petit peu à la fin du procès, mais c'est pas là qu'il va péter, pas pour le moment. Voilà. Alors j'ai terminé, on va passer maintenant. Alors pour ceux qui sont intéressés, sinon les autres, vous pouvez vous arrêter là. Mais pas mal de gens sont intéressés. On va aller un tout petit peu dans la gamatrie. Et on va juste commencer. Voilà, il faut savoir qu'on est le 17 actuellement, je ne dis pas de bêtises, on est le 17 septembre. Et si on regarde ici 38, on est dans la semaine 38. Et la semaine 38, en fait, il faut en gematrie, c'est 3 x 8. On peut le faire comme ça, c'est 3 x 8, c'est 24. Et 24, en fait, c'est l'année on est dans l'année, en fait, tout simplement du dragon. On est actuellement dans l'année du dragon. Et on a le nouvel an chinois qui a été fêté et qui va, on vous donnerai à la fin, vous comprendrez cette date, mais là c'est le nouvel an et on voit bien que c'est l'année du dragon. Il faut savoir aussi qu'il y a des périodes où il y a des rituels avec Saturne, on l'a déjà vu, et on va aller cette fois-ci sur la gematrie. Voilà, on va juste taper. Voilà, donc là vous voyez Satoshi Nakamoto, et en fait en reverse rédiction c'est 89. Et en fait c'est un peu complexe, mais ils ont des nombres, vous avez des nombres premiers, et 89, le nombre premier c'est 24. Donc on voit bien que le Bitcoin il est lié aussi à l'année du dragon ici. Et on va aller juste sur les dates. Le 16 septembre, c'était hier. Ici, vous voyez, vous avez le 24 qui est pareil, lié en fait à l'année du dragon. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une éclipse. Hop. Voilà, vous avez une éclipse en fait qui commence le 17 et 18. On avait vu cette éclipse. Je vais retourner. Voilà, là vous avez la pleine lune, full moon, qui est le 17, entre le 17, vous avez une éclipse, et vous avez aussi la pleine lune, là, qui est le 18 septembre. Et voilà, et l'éclipse ici, que vous avez le 17, l'éclipse lunaire qui est le 17 et 18 septembre. Maintenant, on va aller dans la gematrie. Et donc, comme vous avez vu, le 16 encore, c'est par rapport au dragon. Et on va maintenant, donc cette pleine lune s'appelle l'Harvest, tout simplement l'Harvest Moon. Et regardez, c'est 93. 93, alors vous voyez ici, il y a on peut faire dans les deux sens, en miroir. 42, reverse réduction, ça fait 24, c'est pareil pour l'année du dragon. Ici, 93, en fait, le nombre premier de 93, c'est 21. C'est un rapport avec, pareil, Saturne.
qui est le dieu de la récolte et qui est le dieu de la Kabbale. Donc on va Saturne, vous voyez ici 93. Et en fait, en réduction, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 21. Donc il y a en fait tout simplement des connexions. Le week-end, on est la semaine du 38, comme je vous ai dit, c'est pareil. Et on va aller regarder. 38 Draconis, c'est le dragon. Et on voit ici la semaine 38 et en ordinal, pareil dans l'autre sens. C'est connecté, pareil. On est toujours dans en fait, les influences du dragon. Alors, il faut savoir aussi que vous avez aussi, on va taper. Vous avez Neptune aussi qui va jouer un rôle important. C'est pour ça que vous allez voir bientôt pas mal d'inondations. Je vous rappelle que c'est Poséidon. C'est le dieu des eaux. Voilà, et vous voyez 38, pareil. Donc vous allez avoir actuellement, je pense, pas mal de choses par rapport aux inondations aussi. Maintenant, on va aller regarder ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le FOMC, qui sera le 18 septembre. Donc on voit ici le 18 septembre 2024, toujours le 24, c'est-à-dire l'influence du dragon. Et on va aller regarder le calendrier de la fête. Vous voyez que c'est le 17, le 18, comme ce qu'on a vu auparavant, c'est-à-dire l'éclipse partielle lunaire. Et regardez, 6 novembre, c'est le prochain. Après le 18, il va y avoir le 6 novembre, le 6 et 7 novembre de 2024. Et qu'est-ce qu'il y a le 5? Vous avez les élections américaines. Donc vous pensez que tout est coordonné, c'est pas par rapport à des événements, ils font pas ça au hasard. Là, c'est par rapport à l'éclipse partielle lunaire. Là, c'est par rapport en fait à juste les élections. Donc ils coordonnent tout. On verra pour le 17, le 18, je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est le 17, le 18, pareil. Voilà. On va retourner sur la guématrie et cette fois-ci, on va passer sur le nouvel an chinois qui était le 2. Alors attendez, c'est dans l'autre sens. C'est février. Voilà, donc là vous avez le nouvel an chinois qui a été le 10 février 2024 et là vous avez le 18 qui est le FOMC. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le 222. Et le 222, c'est ce qu'on appelle dans la guématrie, en fait, c'est un rééquilibrage. C'est-à-dire que quand je vous dis c'est un rééquilibrage, c'est qu'il se passe quelque chose et il y a un rééquilibrage des choses, mais un rééquilibrage, ça veut dire que obligatoirement, il va y avoir une destruction de quelque chose pour en fait, le réinitialiser. Et on va, je vais vous montrer. Donc rappelez bien ce 22, ce 2-2, on voit XRP, c'est 2-2. On va taper Dragon. Non, excusez-moi, pas Dragon. On va taper Reset. Vous voyez ici 22. Et vous avez le reverse 68 qui est aussi assez intéressant. On va voir ça pourquoi. Parce que vous avez le Phoenix et on sait que le XRP 86 pareil qui correspond. On peut même vous mettre un autre Ripple. Vous voyez, reverse 86, tout ça c'est lié. Voilà. Alors, maintenant,
il s'est passé des choses. Alors comme je vous avais dit qu'il allait se passer quelque chose le 15 septembre, alors moi je pensais vraiment à Israël. Et ce qui s'est passé, en fait, les gens, ils n'ont pas trop parlé, enfin aux informations, on s'en a parlé un petit peu, mais le 15 septembre, il y a eu quand même un missile qui a été envoyé des Houthis sur Israël. Et donc j'avais vu le code 68 guerre, et c'était ça. Par contre, j'avais pas vu la tentative. Je peux pas non plus tout analyser, je suis pas Nostradamus, mais tout décoder. Mais par contre, il y a eu la tentative d'assassinat de tout simplement Donald Trump. Et on va retourner. Donc on va taper cette date. C'était donc logiquement, que je vous dis pas de bêtises. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé. Il y a eu CrowdStrike qui était le 19 juillet 2024. Et aujourd'hui, on est le 17 septembre 2024. CrowdStrike, c'était en fait la cyberattaque. Et là, aujourd'hui, on est le 17. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que la structure, elle est exactement pareille. 70, 34, 25, 50, 23. 70, 34, 25, 50, 23. Donc, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas non plus, mais en tout cas, dans le codage, il se peut qu'il y ait quelque chose par rapport à une cyberattaque aujourd'hui. Voilà. Voilà, je tenais juste à en fait le dire, et on va juste passer à une dernière chose. D'un document prétendument, alors il y a une personne, en fait, vous avez une personne qui a tout simplement qui en fait travaillé pour la ABC et qui a en fait déclaré sous serment, parce que aux États-Unis il faut faire sous serment, que la campagne de Kamala Harris avait demandé au modérateur d'ABC News quelques questions qu'elle pouvait poser et éviter lors du débat. Les images ont attiré l'attention après que l'allié de Trump, Marjorie King, ait cité des rapports affirmant que le dénonciateur, donc celui qui voulait en fait prêter serment pour témoigner qu'il y avait eu en fait tout simplement que c'était faussé, et il est mort dans un accident de voiture comme par hasard. Je suis étonné que ce soit pas l'hélicoptère pour une fois. Voilà, c'est hallucinant. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai terminé pour la guématrie. J'en aurais plein à faire parce que je peux faire un décodage sur. À ce moment-là, vous me le demandez, je le ferai un décodage sur l'assassinat de Trump parce que là, il y a beaucoup de choses à décoder. Mais c'est long. À la base, c'est une chaîne, pas de guématrie, mais d'investissement. Voilà, donc on va terminer. Maintenant, je vais en fait, vous dire un petit peu ce que je pense, moi, de quand le XRP va tout simplement péter. On va juste regarder ça, ça s'appelle le Stock to Flow Model. Bon, je pense que les traders connaissent. En fait, c'est tout simplement, c'est une méthode pour évaluer en fait la rareté et la valeur. Alors, c'est pas forcément fiable à 100%, mais beaucoup de gens l'utilisent en fait pour évaluer la rareté et la valeur de certains actifs, et en l'occurrence beaucoup pour en fait le prix du Bitcoin, comme il est en fait déflationniste. Et en fait, c'est tout simplement, vous avez la supply qui est en circulation, ça c'est et le flow, et le flow en fait, c'est tout simplement ce qui est produit pendant une certaine période. Et ce qui est intéressant en fait, c'est de regarder ça, surtout quand il y a en fait les halvings, vous savez, qui réduisent en fait tout simplement les bitcoins et la production bien sûr des mineurs qu'il faut regarder. Voilà. Et donc on peut, si on regarde en fait par rapport au bull run, vous avez ici 2017 et on voit là à peu près, je dis pas de bêtises, voilà 2017, et on voit que vous avez cette structure ici en violet, un petit peu violet rouge ici, et ensuite ça va passer jaune et c'est là où ça explose. On peut voir en 2021 quand il y a eu le bull run, pareil, regardez ici on a la structure qui est bleu, qui passe violet et après qui passe un peu orange, et là après ça pète sur le jaune. Et là si on regarde actuellement, on est à peu près, on est dans la même structure, on voit bien ici, là
et ici c'est les mêmes structures, et là on va passer logiquement sur le jaune. Donc le Bitcoin va en fait péter, et je pense personnellement qu'il va vraiment péter. Bon, alors on le sait, enfin en tout cas moi je me réfère à l'éclipse lunaire du 2, mais ça veut pas dire qu'il va péter tout de suite, mais ça va être haussier, et ça va être haussier, et je pense qu'il va vraiment atteindre son plus haut, au moins 100 000 à partir je pense que ça sera vers décembre le plus haut. Pourquoi je vous parle de ça? On a le BTIC ici, donc on va regarder 2017, et c'était le 1er décembre 2017, et ici on a son plus haut historique pour l'époque, que vous voyez ici, qui était de 13 900 en 2017. Et il faut comprendre que le XRP, pour l'instant, il est complètement corrélé en fait au BTC. On le voit bien, on a vu même il y a quelques jours, vous avez le BTC qui passe à 59 000, vous avez le XRP qui passe à 0,59, l'autre il redescend à 58 000, l'autre il repasse à 0,58, il passe à 60, l'autre il passe à 60. On voit bien que c'est le même algorithme, il est corrélé complètement. Moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'il soit décorrélé, mais tant que ce système fiat il est là, il n'y aura pas de décorrélation, donc il sera toujours corrélé au BTC. Par contre, le jour où il va plus être corrélé, c'est que le nouveau système est en place. Alors là, le XRP il va exploser. Mais donc on voit ici 2017, et on va juste regarder. Qu'est-ce que vous voyez ici? Le plus haut, alors là c'est pas marqué, hein, mais là on voit qu'il a son pic le 1er décembre, le même jour. Alors après il a été plus haut en janvier, hein, mais on voit que vraiment ils sont complètement corrélés. Donc en fait, pour savoir quand est-ce que le XRP il va péter, c'est pas compliqué. Quand vous avez le plus haut du BTC, quand il va faire son plus haut, le BTC, c'est là que le XRP va suivre et va complètement exploser. Voilà. Écoutez, j'ai terminé pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si pour le travail vous voulez me payer un petit café, vous avez en dessous de la vidéo Ko-fi. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Ciao.